Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous avec l'histoire sur Canal Algérie. Un martyr avait écrit « Si je subis un malheur, quel qu'il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car la mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin. Et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. » Ce sont les mots courageux de notre premier martyr guillotiné par l'injustice coloniale française le 19 juin 1956. Hamida Zabana, le héros, le symbole du sacrifice suprême pour la liberté et pour l'indépendance de l'Algérie. Face à l'arbitraire du système colonial répressif, face à une justice militaire expéditive, il a marché dignement. Il a avancé tête haute jusqu'à la guillotine, accompagné par des cris « Vive l'Algérie, Tahia al-Djazair ». Cette émission, mesdames et messieurs, est un hommage à tous nos martyrs, est également dédiée aux 222 guillotinés pendant la colonisation française en Algérie. Bienvenue à vous dans le déshonneur. أقاربي الأعزاء، أمي العزيزة، أكتب إليكم هذه الرسالة ولا أدري إذا كانت هذه هي الأخيرة، فإذا أصابتني مصيبة كيفما كانت فلا تيأسوا من رحمة الله، إنما الموت في سبيل الله حياة لا نهاية لها، والموت في سبيل الوطن هو واجب، وقد أديتم واجبكم حيث ضحيتم بأعز مخلوق لكم، فلا تبكوني بل افتخروا بي. في الختام تقبلوا تحية ابن وأخ كان دائما يحبكم وكنتم دائما تحبونه، ولعلها آخر تحية مني إليكم، وإني أقدمها لك يا أمي ولك يا أبي، إليك يا نورة، وإلى الهواري وحليمة والحبيب وفاطمة وخير وصالح ودينية، وإليك يا أخي العزيز عبد القادر، وإلى جميع من يشارككم أحزانكم. الله أكبر وهو القائم بالقسط وحدها، ابنكم وأخوكم الذي يعانقكم بكل فؤاده. Et je suis très ravi d'accueillir exceptionnellement ce jeudi soir Maître Fatem Zahra Boumbrahim. Vous êtes avocate et chercheur dans le droit de l'histoire. Vous vous êtes spécialisé dans l'affaire Zabana depuis plusieurs années, pratiquement 40 ans de recherche pour justement démasquer cette procédure judiciaire encore une fois biaisée par la colonisation française, par l'administration française, par les politiques français envers cet Algérien innocent. Bienvenue à vous. Et puis pour donner aux téléspectateurs, bien sûr, un portrait sur ce qui était Hamida Zabana, ce courageux jeune homme qui encore une fois est parti voilà, vers la guillotine tête haute, tout en ayant le courage qu'il faut pour affronter ses bourreaux. On vous propose justement ce portrait qui retrace le parcours, la trajectoire et puis la vie condensée de ce martyr, symbole encore une fois du sacrifice suprême, Hamida Zabana. Bien sûr, c'est notre collègue Hamid Rebouh qui nous a préparé ces 3 minutes d'histoire. On regarde et on revient juste après. Ahmed Zahana, plus connu sous le nom d'Hamida ou Zabana, est né en 1926 à Djenin Meskin, près de Zahana ou Saint-Lucien, à 32 km d'Oran. Il suit ses études primaires et obtient son certificat d'études qui lui permet de rejoindre un centre de formation professionnelle et apprend le métier de soudeur. Il travaille ensuite à la cimenterie de la Cadeau à Saint-Lucien-Zahana. En 1940, il adhère aux scouts musulmans. L'exécution de Mohamed Bourras le 27 mai 1941 l'affecte beaucoup. Zabana pratique le football et joue en équipe réserve de l'Azmo Oran. En 1947, il intègre l'OS et en 1949, il adhère au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD. En 1950, il est nommé responsable de la 6e région de l'Os en Oranais. Le 2 mars 1950, il est arrêté par la police et condamné par la justice à 3 ans de prison. En prison, il observe une grève de faim de 35 jours pour exprimer sa révolte. Libéré en août 1953 et interdit de séjour à Oran, il est obligé de s'exiler le 5 juillet 1954 à Mostaganem. À Mostaganem, Ben Mhidi le contacte et le charge de mobiliser et de préparer Djenin Meskin et sa région au déclenchement prochain de la guerre de libération. Le 30 octobre 1954, Ben Mhidi se déplace à Djenin Meskin pour rencontrer les chefs de la résistance locale. Zabana organise avec un groupe de patriotes
l'attaque contre le poste de garde forestier d'Oran. Le 8 novembre 1954, lors de la bataille de Rar Boujlida à El Ghada, Zabana est capturé après avoir reçu 2 balles. Prisonnier, il est laissé sans soin à l'école communale d'El Ghada. Presque mort, il est conduit à l'hôpital, puis à la prison d'Oran, où il est condamné à la peine capitale le 21 avril 1955. Le 3 mai 1955, Zabana est transféré à la prison de Serkedji à Alger. Il y reste 14 mois. L'avocat de Zabana a demandé la grâce du condamné au président François René Coté. Celui-ci a refusé d'exercer son droit de grâce. Le 19 juin 1956, quelques heures avant sa mort, il écrit une lettre pleine d'émotion à sa mère. Mes chers parents, ma chère mère, je vous écris sans savoir si cette lettre sera la dernière, et cela Dieu seul le sait. Si je subis un malheur, quel qu'il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car la mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin, et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. Vous allez accomplir votre devoir, puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas, et soyez fiers de moi. Allah est le plus grand, il est le seul à être équitable. Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur, Hamida. À 4 heures du matin, le premier condamné à mort depuis le déclenchement de la guerre de libération monte sur l'échafaud. Mais le couperet s'arrête à quelques centimètres du cou de Zabana. Le bourreau voulait arrêter, mais ses chefs lui donnent l'ordre de continuer, infligeant ainsi une horrible souffrance morale à Ahmed Zabana et à son ami Abdelkader Faraj, obligé de regarder avant de passer lui-même sous la même guillotine à 4 heures 7 minutes. Cette exécution réclamée par les ultras a provoqué l'enclenchement de la bataille d'Alger. Et oui, je disais que cette émission est dédiée aux 222 guillotinés algériens pendant la révolution de novembre 1954, mais il faut savoir, mesdames et messieurs, que cette guillotine n'a jamais cessé de fonctionner contre les Algériens depuis la résistance, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de résistants qui ont été guillotinés. Maître Fatem Zahra Brahim, ce soir, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, et quand on vous parle du martyr Hamida Zabana, ou Hamida Zahana de son vrai nom, vous me dites que c'est une histoire personnelle, c'est quelque chose qui vous a tout le temps préoccupé. Cette affaire, elle vous a marqué, non pas seulement par rapport à cette injustice flagrante que l'administration française coloniale et militaire politique en Algérie pendant la colonisation, mais également vous me dites que Hamida Zabana reste et restera le symbole du sacrifice suprême, du sacrifice ultime, de par son parcours incroyable, sa trajectoire tellement particulière et unique. Oui, tout à fait. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je reviens chaque année pour parler de Zabana depuis des décennies. Ma rencontre avec Zabana a d'abord été une rencontre spirituelle. Je ne savais pas qui était Zabana. J'étais jeune Algérienne, juste après l'indépendance, quelques années. Et donc l'histoire de notre pays nous était complètement cachée. Il n'y avait pas de déclaration, il n'y avait pas de vérité, il n'y avait absolument rien. Et comme je disais, je ne savais pas qui était Zabana. Mais j'avais vu cet homme qui m'avait hanté. Pendant des années, je revoyais le visage de cet homme et dans mes rêves, dans des moments parfois de lucidité, mais je ne comprenais pas pourquoi ce visage me poursuivait. Mais je n'avais pas peur de ce visage. Puis un jour, j'étais dans le cabinet de Maître Zertal, qui est mon maître spirituel, celui qui m'a formé dans la défense, et je découvre un petit papier de pelure vert dans le secrétariat. Il était par terre, je l'ai pris, j'ai essayé de lire parce que c'est un document judiciaire, et je lis Ahmed Zabana, des écrits avec
un caractère des anciennes machines à écrire et des gribouillis comme ça. Je le prends, je vais chez mon patron, je lui dis mais je trouve un document, je ne sais pas d'où il est tombé. Et c'est là où Maître Zertal m'a demandé de lui remettre ce document. Il a regardé et il s'est mis à pleurer. Alors j'ai compris que c'était quelque chose d'important et je me suis accroché à Maître Zertal, je me suis accroché avec lui à lui pendant 20 ans, parce qu'il a été très difficile d'obtenir tous les détails de l'exécution de Ahmed Zabana. Donc quand on parle de Maître Zertal, c'est l'avocat du FLN qui a défendu jusqu'au bout de cette nuit horrible. Hein. On parle d'une nuit horrible, celle justement du 18 au 19 juin 1956, quand justement la folie meurtrière de cet appareil colonial a atteint son apogée. C'est-à-dire on est complètement dans la déshumanisation des Algériens. Mais peut-être avant de parler de l'affaire Hamida Zabana, on voudrait aussi présenter à nos amis téléspectateurs ce jeune Hamida Zabana. On s'est rencontrés avant de faire cette émission et on a décidé de peut-être parler d'un côté très humain et humaniste, parce que ce sont ça les Algériens en fin de compte. Ce sont des êtres comme tous les êtres de la planète. Ils ont des familles, des sœurs, des mères, des pères. Ils aimaient beaucoup de choses. Zabana aimait le football. Zabana était un artiste, il aimait le cinéma. Mais vous me dites qu'il y avait quelque chose d'important, quelque chose qui le définissait par rapport aux autres, c'est qu'Hamida Zabana aimait partager sa passion et ses passions avec les Algériens dans un but de conscientisation. Tout à fait. Malgré sa jeunesse, il avait cette responsabilité de porter quelque chose au peuple d'Algérien. Il était conscient de la condition incroyable, malheureuse et terrifiante du peuple algérien vécu depuis 1830. Effectivement, c'était un passionné du film de Zapata. Un grand passionné de Zapata. Et passionné du film Viva Zapata. D'ailleurs, mon ami Nedjadi, que Dieu ait son âme, quand il a fait son livre, il a intitulé Viva Zabana, par complicité avec... C'est un clin d'œil au film, oui, tout à fait. Et par rapport à ce côté artistique et cinématographique aussi. C'est extraordinaire. Viva Zabana, Viva Zapata, c'est une révolution dans le monde qui se continue à travers notre héros. Zabana était un homme magnifique, très calme, très sûr de lui malgré son âge, très engagé, très près de l'Arbi Ben Mehdi. Il a vécu les premières journées, la première semaine de la Révolution, c'est-à-dire du 1er au 4 novembre, date à laquelle il avait été arrêté. Comme nous l'avons vu dans le reportage, au préalable, il avait déjà été condamné à une peine de 3 ans par le tribunal donc de droit commun d'Oran. Et en sortant, il s'était condamné par rapport à son adhésion, à son militantisme au sein de l'OS, de l'organisation. Oui, bien sûr. L'OS, parce que, bien sûr. Mais aussi, c'est un trait très important dans l'histoire de Hamida Zabana, parce qu'il a été militant de la première heure. Oui, très jeune, très jeune. C'est pour ça que c'est un homme très engagé, mais très sûr. C'est-à-dire qu'il avait le véritable profil du politicien. Il ne parlait pas trop, il ne gesticulait pas trop, il était très discret et très secret, et il était très honnête. C'est ce qui a fait son charisme et ce qui a fait que ses compagnons l'ont suivi d'une manière extraordinaire. Donc on arrive au 1er novembre, déclaration du 1er novembre, engagement national des Algériens en vue de libérer le pays. Et là, s'est posée une sérieuse question. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'argent. Et ils ont commencé à se demander où se procurer les armes et où se procurer l'argent pour acheter des armes. Et là, ils ont eu une information qu'il y avait un garde forestier qui avait des munitions, ce qui est tout à fait normal, parce que ces gardes forestiers chassaient le sanglier et tout le reste. Donc, ils avaient toute une panoplie d'armes. Et ils habitaient donc dans la forêt. Ils avaient des Algériens qui travaillaient pour eux. Il les maltraitait beaucoup, ce monsieur Brown. Il les maltraitait beaucoup.
Et donc l'information est venue, il y a des armes dans la maison forestière. Oui. Ils ont décidé d'aller prendre ces armes, sans aucune intention de commettre un quelconque crime. Ils arrivent et ils trouvent le moyen de dire, de dire aux gardes forestiers, vous savez, notre voiture est tombée en panne et donc on a besoin juste de téléphoner pour qu'on vienne nous aider. Mais le garde forestier était quelqu'un qui détestait les Algériens, très sauvage. Au début, il n'a pas voulu. Ils lui ont dit, monsieur, c'est juste pour téléphoner, pas plus. On vient juste avec vous. Il est rentré. Vous savez, ces anciens téléphones, il est allé vers le téléphone et en fait, il voulait appeler la gendarmerie pour venir les cueillir. Et il leur a dit, vous êtes des voyous, des assassins. Il s'est mis à les insulter avec beaucoup de verve. Et Zabana, c'était pas du tout le genre de personne qui acceptait de se faire insulter. Donc Zabana a tout de suite compris ce que voulait faire le garde forestier et il a arraché le fil du téléphone. Et devant ça, le garde forestier s'est retourné pour prendre son arme pour tirer sur Zabana. Et Zabana lui a dit, on ne veut pas vous faire du mal, on vient juste prendre quelques armes dont on a besoin. Oui. Mais avec une violence extraordinaire, il a essayé encore une fois de tirer sur Zabana et sur ses compagnons. Et c'est là où Zabana a sorti un petit revolver, tout petit, et lui a tiré dessus. Mais sans aucune intention de le tuer. Sa femme étant sortie avec sa fille, elle lui dit, on vous a rien fait, pourquoi vous voulez nous tuer? Il lui dit, non, nous ne sommes pas des assassins, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes venus simplement prendre des armes et partir, mais votre mari a essayé de nous tirer dessus. Donc, ils ont pris ce lot d'armes. Mais, avant d'arriver à la maison forestière, ils ont laissé quelqu'un en fraction devant Rar Boudjlida, la grotte de la chauve-souris. Et je ne sais pas comment l'armée a été informée qu'un groupe se cachait dans cette grotte. Donc, au moment où le gardien, l'Algérien était de fraction, il a allumé une cigarette. Et les militaires étaient en train de venir vers la maison forestière. Ils ont vu la cigarette, ils ont tué le garde. Les autres, avec Zabana, sont sortis et il y a eu un accrochage. Mais il y a un fait qu'il faudrait souligner avec précision. Ce n'est pas l'armée qui a tiré sur Zabana. Zabana a pris son revolver et c'est lui qui a essayé de se tuer avant qu'il ne tombe entre les mains des militaires. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que les militaires puissent découvrir les compagnons, les têtes de la révolution, les courriers qu'il y avait, donc documents, armes et personnes. Voilà. Et il a préféré se tuer. Oui, parce que Hamida Zabana, il faut le dire aussi, c'était quelqu'un qui avait des connexions importantes au niveau de la révolution algérienne, les responsables, parce qu'il a rencontré Ben Abdelmalek Ramadan, Ben Midi aussi. Donc c'est quelqu'un qui était réellement impliqué dans l'organisation de cette révolution dans l'Oranie et craignant la torture, parce qu'il savait que de toute manière la France n'allait pas lésigner ou économiser ou l'épargner d'une torture comme on a l'habitude d'en parler dans cette émission. Il ne reculait devant rien, donc c'était un geste en réalité pour sauver la révolution. Pour sauver la révolution et pour se sacrifier lui-même, et il s'est raté. Tout à fait. Alors il a été donc arrêté avec ses compagnons et ils ont été soumis à la question, c'est-à-dire la torture. Mais comme il avait l'œil endommagé, parce que la balle était rentrée d'un côté, elle était sortie par l'orbite. Alors le médecin leur a dit, mais ça vous ne pouvez pas l'interroger, il faudrait que je le soigne. Il l'a emmené pour le soigner. Sauf que ce médecin jouait avec lui au préalable au football. Et sympathisant il avec, a sympathisé avec bien sûr, le combat de Zabana et cette quête de liberté. C'est un médecin militaire. Alors il a gardé pendant plusieurs jours. Chaque fois que les militaires voulaient le récupérer pour l'interroger, il refusait. Et il avait demandé à sa mère d'aller lui acheter une prothèse oculaire. Elle est allée lui acheter la prothèse oculaire, il lui a placé la prothèse oculaire,
Mais pendant ce séjour, Zabana a continué à travailler parce que grâce à ce militaire, à ce médecin militaire, il y avait parmi, c'est pas qu'il lui avait permis, mais disons que les compagnons de Zabana venaient voir ce militaire. Et le militaire leur permettait d'avoir un contact. Et comme ça, la révolution a continué après le 4, évidemment jusqu'en 62. Oui. Donc, nous voilà avec un Zabana qui a un problème sérieux au niveau de l'œil, et lors du procès, ce fait, avec son œil malade, va jouer un rôle extrêmement important, un rôle qui était entre l'acquittement et la condamnation. Nous allons tout à l'heure revenir peut-être vers ce... C'est clair. Alors, c'est juste au passage, on a envie de rendre hommage à Nedjadi qui a écrit ce magnifique livre sur... Avec beaucoup de précision, Zabana, il a fait énormément de travail. Bien sûr, ce titre qui porte Viva Zabana, on conseille bien sûr nos chers téléspectateurs d'aller le chercher parce que c'est un livre qui mérite le détour et c'est un parcours incroyable sur lequel il faut s'inspirer parce que l'inspiration du peuple algérien vient justement de ces héros et de cette exemplarité qu'on nous a laissé par rapport à ces parcours, encore une fois, courageux, nobles et dignes et honorables. Il y a quelque chose qui va se passer justement. Vous nous avez parlé du cœur de l'affaire, c'est-à-dire cette tentative d'abord de récupérer des armes pour la révolution. Et c'est là où on va commencer ce qu'on va appeler, nous, une exaction judiciaire. C'est-à-dire que à partir de cette date-là, tout ce qui va être entrepris par la justice coloniale est complètement hors droit, hors justice, quelque chose d'arbitraire, et c'est une condamnation. Vous allez nous expliquer après à la signification très importante pour le colonialisme, parce que en exécutant Zabana, la colonisation française voulait exécuter toute la volonté du peuple algérien à vouloir se libérer et arracher son indépendance. Tout à fait. Mais avant cela, revenons un petit peu sur la procédure. Et c'est la procédure qui est importante dans cette affaire. Alors, nous avons eu 2 arrêts criminels et 2 pourvois en cassation en un espace réduit. Un temps tout à fait réduit. Alors, je vais vous donner les dates. Il y a eu le premier arrêt criminel qui s'est déroulé donc à Oran par le tribunal pénal des forces armées. Vous avez vu qu'ils ont installé l'état d'urgence, et dans l'état d'urgence 56, donc il y a eu la prononciation d'une loi qui instaure les tribunaux pénaux de forces armées. Donc il y a eu une accélération extraordinaire des procédures. Le premier arrêt a été rendu par le tribunal pénal des forces armées à Oran le 21 décembre 1955. Sa défense a été assurée par maître Tuvni et maître Abed. Malheureusement, ces 2 avocats ont été tués par la Main Rouge, maître Tuvni au Maroc et maître Abed en Algérie. Puis il y a eu un pourvoi en cassation qui a été diligenté vers la Cour de cassation en France. Et là, Paris rend un arrêt le 8 mars 1956 annulant l'arrêt criminel d'Oran. Donc l'affaire revient pour être jugée à Alger. Et vous constaterez que entre le jugement criminel et la décision de la Cour suprême, il y a eu 68 jours. Jamais, au grand jamais, à travers le monde, on a pu rendre 2 décisions aussi importantes, une décision criminelle et un pourvoi en cassation dans si peu de temps. Jamais. Alors je vais juste corroborer ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a eu un témoignage de Jean-Claude Perry, qui était membre à l'époque du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait sur bien sûr ces procédures expéditives, il disait ça donnait l'impression d'une loterie. Dès lors qu'on avait arrêté quelqu'un, il fallait qu'il soit coupable. C'est l'exemplarité justement
que recherchait le pouvoir français et le président français. C'est-à-dire, on ne cherchait pas à faire la justice, on cherchait à terroriser les Algériens, on cherchait à les dissuader d'être bien sûr solidaires et avec l'action du FLN, et surtout à répondre, oui, par rapport à la proclamation du 1er novembre 1954, qui était une proclamation qui avait touché tout le peuple algérien, qui a adhéré à ce projet d'indépendance et de libération du pays. Donc l'affaire revient devant la cour d'Alger. Et là, c'est la troisième procédure, c'est Maître Zertal qui va assurer la défense de Zabana. Oui. Et là, il faut qu'on s'arrête quelques minutes parce que le secret de cette procédure et l'importance de cette procédure va nous donner le vrai visage du pouvoir judiciaire français de l'époque. Oui. Lorsque l'affaire a été évoquée devant la cour d'Alger, le procureur a demandé à la femme du garde forestier de venir. C'est vrai qu'elle était témoin, son témoignage était important, et donc elle était victime, partie civile, puisque c'était son mari qui avait subi, mais elle était également un témoin très important pour le procureur. Parce que devant le tribunal, la première fois, elle ne pouvait pas identifier, elle ne savait pas. Et là, elle a repris la même chose. Elle a été honnête. Elle a dit, écoutez, je ne peux pas reconnaître si c'est cet homme qui a tué mon mari ou pas. Et le procureur a insisté pour orienter le témoignage. Alors, Zabana s'est tiré une balle sur l'œil droit. Simplement, le procureur, quand la personne est en face de lui, il voit de l'autre côté, évidemment. Et il disait à la femme du garde forestier, rappelez-vous, madame, celui qui a tué votre mari avait une cicatrice à l'œil. Et elle disait non, je ne me souviens pas. Et il a insisté. Effectivement, elle était honnête. Parce que la cicatrice, il a eu quand il est sorti de la maison du garde forestier. Donc elle ne pouvait pas savoir. Et d'ailleurs, la cicatrice n'existait pas sur l'œil de Zabana. Et il lui faisait le geste, sauf que lui, il faisait le geste du côté gauche. Et la cicatrice était du côté droit. Donc là, il s'est trahi. Oui, Maître parce Zertal, qu'il n'y a rien qui a été mentionné sur les rapports. Voilà. Il y a vice de forme. Exactement. Et là, on est en pleine injustice. Le témoin, bien sûr, c'est sa femme qui dit « Je n'arrive pas à reconnaître celui qui a tiré sur mon mari. » Oui. Et là, Maître Zertal a pris, est monté sur ses grands chevaux et il a fait un véritable scandale en disant au président, vous voyez, il est en train d'influencer le témoin. Oui. Il est en train d'influencer le témoin et de lui faire avouer des choses qu'elle ne connaît pas. Et Maître Zertal a expliqué, la cicatrice, il a eu sur l'œil droit. Et le procureur parle de l'œil gauche. La femme, même quand elle a regardé l'œil gauche, il n'y avait pas de cicatrice. Et donc, il s'est emmêlé, le procureur, il y a eu une grosse bagarre sur le plan de la véracité des dires du témoin. Et en fin de compte, prise de peur, elle a dit, oui, je crois que c'est lui. Et c'est comme ça que le président a réussi, avec le procureur, ont réussi à emporter la peine de mort dans le deuxième procès. Donc, non seulement le droit n'a pas été appliqué du tout, parce qu'il n'y a aucune preuve qui incrimine Hamida Zabana, et sur le seul témoignage, encore une fois, sous la contrainte d'un procureur qui est complètement qui a orienté le procès. Madame François Braun, qui était en fin de compte contrainte, encore une fois, de dire que finalement, oui, c'est lui qui a tiré, alors que ce n'était pas la vérité. Elle est devant le tribunal militaire, tous sont militaires, elle est sous l'émotion, qu'est-ce que vous voulez. Alors là, le deuxième arrêt, c'est le 21 avril 1956. Encore une fois, un pourvoi. Vous avez vu que la première fois, le pourvoi s'est déroulé devant la Cour suprême, il était régulier. Mais cette fois-ci, qu'a fait le président Coty et le ministre de la Justice? Ils vont importer... Tout à fait. Ils ont créé une Cour suprême qui se déplace de Paris à Alger. Itinérante, chose que nous n'avons jamais vue, qui n'a jamais existé dans aucun pays, pour dire si le droit a été appliqué convenablement ou pas pour Zabana. Et là, c'est pas le tribunal d'Alger qui va
accueillir la Cour suprême. C'est l'actuel tribunal commissariat de Cavignac. Donc vous voyez, même le tribunal est un tribunal d'exception, alors que c'est une Cour suprême, c'est la plus haute juridiction d'un pays. Oui. Et là, deuxième arrêt de la Cour suprême, le 3 mai 1956, Oui. qui confirme la peine de mort. Et là, on est à 145 jours à peu près Exactement, le tout. de délai. Ça fait 5 mois et 10 jours pour 2 arrêts criminels et 2 pourvois criminels. Alors j'aimerais bien savoir, que ce soit en Algérie ou en France, s'il existe un juriste, un avocat, un spécialiste du droit, un magistrat qui pourrait me dire s'il a rencontré dans sa carrière 2 arrêts criminels plus 2 pourvois en cassation en l'espace de 5 jours. Alors c'est juste pour dire que, pour être dans l'information, j'allais dire judiciaire, hein, parce que on est dans le code de la justice militaire. Tout ce qui a été appliqué contre Zabana vient du code de la justice militaire à partir de l'article 265, 266, 371, le 381 et le 814, le 295 jusqu'à le 12, 26 et le 36 et le 304. Ce sont tous des codes de la justice. C'est des articles qui concernent l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est la plus haute, c'est l'article le plus fort en matière de jugement criminel. Oui. Et alors, ce qui est encore arbitraire, je dirais, la loi prévoit qu'entre la décision rendue définitive, c'est-à-dire celle du 3 mai 56 et l'exécution, il se passe entre 3 et 5 mois. Mais il y a des gens dans certains pays qui sont restés plus de 10 ans à attendre l'exécution de leur peine, surtout aux États-Unis. Il y a eu des cas comme ça. Mais dans ce cas, pour Zabana, eh bien non, encore 3e vice. Alors l'exécution est arrêtée pour le 19 juin 1956, soit 43 jours entre le rejet du pourvoi en cassation. Mais pendant ces 45 jours, il y a eu de la procédure également. Alors Zabana a refusé de demander la grâce. Maître Zerta lui a dit, écoutez, on va essayer de faire une demande en grâce. Il a dit non, je ne peux pas demander la grâce à mes ennemis. Moi, je veux mourir. Je veux rencontrer Dieu avec le bonheur d'avoir servi la cause de mon pays, même si c'est pendant 4 jours. Mais, c'est-à-dire du 1er au 4 novembre, date de son arrestation. Donc il a refusé catégoriquement de demander une grâce. Mais c'est Maître Amara qui avait été chargé de demander la grâce pour Zabana et pour Faraj. Donc, Maître Amara est allé en France. Vous savez que nous, avocats, nous allons plaider les grâces devant le président de la République. Son pouvoir s'appelle le pouvoir régalien. Il est le seul qui a le droit de vie ou de mort sur les détenus condamnés à une peine de mort. Donc on a le président à l'époque, c'était René Coty, et le ministre de la Justice, François Mitterrand. Bien sûr, pour un peu marquer le contexte et les conséquences et les circonstances dans lesquelles Hamida Zabana a été condamné à la guillotine. Il faut juste rappeler que... Je voudrais simplement rappeler quelque chose au peuple algérien et à tous ceux qui nous écoutent. Maître Amara m'a raconté quelque chose. Il m'a dit, je suis allé voir René Coty, je suis rentré, j'ai plaidé la cause de mon client, puis je suis sorti. Quand la porte du bureau du président se referme, personne n'a le droit de rentrer. Parce qu'il y a des huissiers qui sont devant la porte pour la sécurité. Et alors il m'a dit, dès que j'ai mis un pas en dehors de la porte, je me suis rendu compte que je ne lui avais pas précisé, Monsieur le Président, c'est un crime de sang et il vous appartient d'étudier sérieusement cette affaire. Il m'a dit, je suis revenu. J'ai trouvé René Coty qui regardait par la fenêtre, il fumait. Il lui a dit, Monsieur le Président, j'ai oublié de vous dire, vous savez que c'est un crime de sang. Alors, avec sa main, il lui a dit, oui, je sais. C'était une façon de lui dire, sors
La ça ne cause, m'intéresse voilà, pas, ça c'est ne perdu m'intéresse pas. d'avance. Et là, il m'a dit, j'ai tout de suite compris que l'exécution allait être faite dans des délais très très brefs. Oui. À l'intérieur de la prison avec ce Barberousse Serkedji, Zabana restait connecté à la révolution. Oui. Ça c'est ce qui est admirable et franchement quelque chose qui nous interpelle, c'est malgré cette sentence de mort à la guillotine qu'il attendait dans quelques jours, Zabana croyait encore très très fort à la liberté du peuple la dernière minute algérien et à l'indépendance, et il continue justement à parler, à écrire même des lettres, à aider quelques prisonniers qui allaient sortir ou rentrer de aussi rester et garder le lien avec les responsables de la révolution. D'ailleurs, il y avait Ali Zamoum qui était emprisonné à ses côtés, je crois Moufdi Zakaria à l'époque. Donc on imagine un petit peu cette ambiance à la fois dramatique d'affronter la mort, mais encore une fois dans cette terreur-là de la mort, c'est comme il le disait dans sa lettre, ne désespérez pas, croyant à la miséricorde de Dieu, car celui qui meurt pour la cause de Dieu, il a atteint la vie éternelle. Celui qui meurt, regardez la phrase, pour la cause de la nation ou de la patrie, ce n'est qu'un devoir finalement. Il y a une humilité, il y a une modestie par rapport à la grandeur de ce que c'est la liberté et l'indépendance la grandeur de l'homme du pays algérien. Ouais. Parce un pays n'est grand que par la grandeur de ses hommes, il ne faut jamais l'oublier. Alors la prison, contrairement à ce que pensait la France coloniale, elle pensait que la prison allait être le moyen de réduire les prisonniers, comme il disait, qui avaient le V sur le dos. Mais c'était toute l'erreur. Parce que la prison a été une très très grande école. La prison a été une école parce qu'elle a appris aux Algériens, n'est-ce pas, emprisonnés, à lire, à écrire, à lire le français, l'arabe, le Coran. Et ça a été donc une grande école. Ça, c'est la première des choses. Le patriotisme, c'est le deuxième point. Eh bien, il a été initié dans les prisons. Et les gens qui étaient venus pour des droits communs, des vols, des assassinats, etc., eh bien, ils se sont mis dans le droit chemin et sont devenus de très grands patriotes. Maintenant, l'orientation de la révolution, eh bien, elle n'a jamais été déconnectée de la prison, et la prison n'a jamais été déconnectée. Les prisonniers n'ont jamais été déconnectés des dirigeants de la révolution. Par quel biais? Eh bien, c'est par le biais des avocats. Et le collectif des avocats auquel je rends hommage, n'est-ce pas, a fait un travail extraordinaire. Le trait d'union qui était entretenu entre la prison où il y avait des stratèges et les exécuteurs et les exécutants et les dirigeants de la révolution qui étaient dehors, eh bien ce lien est resté étroit, direct et constant. Parce que les avocats étaient désignés évidemment par les révolutionnaires, disons Ben Mhidi, qui lui orientait les parents des prisonniers vers le collectif d'avocats, par exemple Maître Bentoumi, Maître Hadj Hammou, Maître Zertal. Et Maître Bentoumi était tellement envahi qu'il commençait donc à dispatcher pratiquement, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait une seule organisation d'avocats à Alger, simplement, c'était l'ordre d'Alger, qui rayonnait sur toute l'Algérie, dans tous les camps et tout le reste. Donc le lien est resté très étroit. Quatrièmement, les gens qui étaient dans ces prisons, qui étaient condamnés à des peines de mort, c'était des gens très importants. Il y avait Moufdi Zakaria, il y avait Ali Zamoum, et il y avait d'autres. Donc il y a, dans une prison, il y a une organisation qui s'installe, et Zabana, je ne dis pas qu'il était le seul, mais il était celui que tout le monde respectait, que tout le monde écoutait, et c'était lui qui, en fin de compte, donnait, je ne dis pas des instructions, mais recevait des instructions et donnait des orientations
à la révolution. Et c'est pour ça que je dis, sans les avocats, je crois que la révolution n'aurait pas pu continuer. Ouais, c'est une révolution du peuple algérien. C'est-à-dire que tous les commandements de la révolution sont restés intacts malgré que beaucoup d'entre eux étaient en prison. Donc c'est une révolution populaire et c'est ça sa force. C'est-à-dire c'est une révolution de tout le peuple algérien avec toutes ses souches et toutes ces, j'allais dire, ces catégories. Il y avait des intellectuels, il y avait des journalistes, il y avait des avocats, il y avait des artistes aussi, il y avait des sportifs qui ont participé. Il y avait aussi des personnes lambda, des personnes comme ça, très très simples, des anonymes qui se sont politisés. Oui, qui se sont politisés et qui ont bien évidemment sacrifié leur vie pour l'indépendance de notre pays. Tout de suite, bien sûr, nous allons parler de ces moments très très durs que Zabana allait subir et allait vivre. C'est ce jour de la condamnation. On a 2 ouvrages, vous avez ramené avec vous 2 ouvrages qui sont écrits par des Français, là où il y a des déclarations qui font froid dans le dos. Tout à fait. Parce qu'on connaît tous, que ce soit à travers les historiens, le film cinéma de Saïd Ould Khalifa qui a fait un film sur Zabana qui nous montre les moments difficiles de son exécution avec cette guillotine, le couperet qui ne descendait pas et cette exécution non achevée, très difficile pour aussi Faraj, lui qui regardait ces scènes en attendant son moment à lui aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce qui se dit dans ces livres, j'aimerais bien que vous nous les présentez. Il y a Roland Dumas, qui était très très proche à l'époque de François Mitterrand, nous dit des choses, mais vraiment graves, sur et la manière et la façon comme on a agi envers Hamida Zabana. Oui, mais avant de parler de ça, il va peut-être falloir expliquer 2 petits points. Quand le rejet de la grâce est prononcé par le président, l'exécution doit se faire dans les jours les plus brefs. Oui. Alors, le 18, dans la journée du 18, Maître Zertal est saisi par le bâtonnier qui lui dit « Tenez-vous prêts, demain, on vient vous chercher très tôt le matin, à 3 h du matin. » Et donc Maître Zertal a compris que c'était pour l'exécution de son client. Il va voir Zabana le 18 et lui dit « Hamida, ton pourvoi a été rejeté et donc il faut t'attendre à une exécution. » Il lui a dit « Mais je suis au courant. Je suis au courant, je sais. Je suis en train de lire mon Coran, de prier Dieu, et je m'en vais très heureux. D'ailleurs, mon âme m'a déjà quitté. Mais Maître Zertal, je vais vous demander de me rendre un service. Quand je serai exécuté, allez à la prison, au greffe comptable, et prenez la lettre que j'ai écrite à ma mère. » Et alors cette lettre a posé des problèmes, mais alors énormes. Chacun disait « Oui, c'est moi qui l'ai reçu, c'est moi qui l'ai sorti, c'est pas vrai. » Nous avons vu la lettre écrite de sa main tout à l'heure, mais en haut, il y a prison civile de Barberousse. Ce qui veut dire que c'est une lettre, un papier qui a été donné par le greffe, par le greffier, pour que Zabana écrive cette dernière lettre. C'est une lettre qui a été vérifiée par l'autorité pénitentiaire. Et donc, Maître Zertal est allé la récupérer. Il lui a dit « Ma montre, tu la garderas pour toi. » Donc il a pris la lettre, il a pris la montre. Il a appelé. Alors, dans la lettre, il y avait quelque chose qui pouvait rappeler qu'il y avait un code adressé à l'Arbi Ben Mehdi. C'est pour ça que Maître Zertal, dès qu'il est sorti, il est allé voir Ben Mehdi, il lui a dit si Ben Mehdi, regardez s'il n'y a pas un message pour vous. Il a lu, il lui a dit non, c'est sa mère. Alors, Maître Zertal l'a ramené au bureau, plus tard il a appelé sa mère, etc. Mais ce qui est surprenant, c'est l'heure à laquelle la montre s'était arrêtée des mois et des mois avant. C'était en fait à peu près l'heure à laquelle l'exécution s'est faite. Donc, avant de parler de ces 2 livres, et peut-être que je voudrais vous dire comment s'est déroulée l'exécution de Zabana. Zabana est mis dans le quartier des condamnés à mort. Le quartier des condamnés à mort, c'est des cellules
très étroite, que j'ai eu l'occasion de visiter la cellule de Zabana, et je peux vous assurer d'une chose, c'est que lorsque vous mettez le pied dans cette cellule, vous avez la chair de poule, et chaque fois que vous parlez de Zabana, cette chair de poule vous revient, et cette image vous revient. Le matin, quand ils sont venus le chercher, il était prêt. Il était tout à fait prêt. Les gardiens sont arrivés, donc ils savaient, ses compagnons savaient qu'il y avait une exécution. Ils ont sorti Zabana le premier. Mais Zabana leur a dit, ne me touchez pas. Je suis propre, j'ai fait ma prière, je veux rencontrer Dieu sans que vous me touchiez. Je vais droit vers la guillotine. Et il est allé effectivement droit vers la guillotine. La prison de Sekadji, les avocats connaissent, il y a la porte d'entrée, la grande porte où les avocats par laquelle les avocats accèdent, et c'est tout à fait au bout, vers la gauche, à côté du bureau du directeur, que la guillotine a été installée la veille. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une exécution, parce que la descente du camion qui apporte la guillotine fait un bruit infernal, c'est une pente, il fait un bruit infernal. Et donc tous les gens de la Casbah, après le coucher des condamnés à mort, qui au fait ne dorment pas. Hein. Les condamnés à mort ne dorment pas. Ils ne dorment que le samedi, jour de la sabbat, le dimanche, le jour des chrétiens, et le vendredi, les jours des musulmans, parce qu'il n'y a pas d'exécution. Mais en dehors de ces jours-là, aucun condamné à mort ne dort, parce que chacun se dit, c'est aujourd'hui mon tour. Donc, la guillotine arrive dans la nuit, on sait, on voit un bruit, on sait, on entend, on etc. On écoute le bruit du métal qu'on descend quand on installe. Et il y a les femmes de la Casbah qui commencent à faire des youyou. Et donc Zabana était très fort, très serein, très content d'aller vers la guillotine. Il arrive devant la guillotine et ils sont tous surpris. Alors il y a le président qui a rendu la décision, le directeur, le procureur, le médecin légiste, le greffier en chef, le bourreau, l'aide-bourreau, et les deux avocats, Maître Zabana, Maître Zertal et Maître Amara. Quand il arrive, il y a ce qu'on appelle une bascule. Je pense que vous allez la voir dans le... Bien sûr. Il y a une bascule, c'est un morceau de bois, il est debout, et le morceau de bois lui arrive ici. Donc la seule chose qu'ils ont pu faire pour Zabana, c'est de lui enlever son col, faire le décolleté, arracher le décolleté, de telle sorte à ce que lorsque la lame descende, ils sont sûrs qu'elle va couper la tête, elle ne va pas avoir une entrève. C'est ce qu'on appelle le décolleté. Donc il est serein, il voit sa guillotine, il ne bouge pas, il continue à prier. Il continue à prier. Donc la planche, elle est comme ça, on bascule la planche et le corps arrive dans ce qu'on appelle la demi-lune. La demi-lune, c'est un morceau de bois qui a la forme d'une demi-lune pour qu'on puisse mettre la tête. Vous voyez ici, c'est la lame. Ça, c'est la lame. Donc, entre ça et ça, nous avons le poids. Le couteau, à lui seul, c'est-à-dire ça, c'est 75 kilos. Et là, ça, c'est 45 kilos. Donc, vous voyez à peu près le poids de cette lame. Et ici, vous avez la corde. C'est cette corde que le bourreau va, à partir d'ici, tourner, et c'est la lame qui descend. Si on a une lame triangulaire, pourquoi triangulaire? Parce qu'ils sont sûrs qu'elle va couper. 75 kilos de métal, plus la croche. La hauteur, c'est 3,25 mètres. Donc elle descend sur une hauteur de 3,25 mètres. Les deux glissières sur les côtés, qui sont sûrs de faire descendre cette lame de manière régulière, chacune 115 kilos. Eh bien, cette guillotine refuse de trancher la tête de Zabana. Et elle s'arrête à 5 cm de la tête de Zabana. Évidemment, tout le monde est étonné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont tous à leur téléphone, le procureur qui appelle l'autorité militaire, le président
qui appelle le ministre de la Justice, lequel appelle le président de la République, qui de dire... Parce que Maître Zertal rappelle que, bien évidemment, quand l'exécution n'est pas appliquée... C'est une grâce de Dieu. Dans les normes, c'est une grâce de Dieu. Et qu'on ne peut pas à chaque fois répéter la même exécution. On doit s'arrêter. Voilà, on doit s'arrêter. Et d'ailleurs, il y a un autre principe. Lorsqu'un condamné est sur la planche, n'est-ce pas, on n'a plus le droit de le relever. S'il est relevé, c'est qu'on ne peut plus continuer l'exécution. Donc c'est là où il y a eu le fameux pas encore coup de téléphone. Oui, il y a eu un coup de téléphone qui a duré longtemps. Oui. Alors il y a eu, vous savez, on est à 4 heures du matin, il y a eu le téléphone, tout le monde, la reine d'Angleterre a été informée, le président américain a été informé, c'est-à-dire que le monde, beaucoup de pays ont été, ils ont appelé Coty pour lui dire, ben, enfin, arrêtez. Mais Coty a dit, c'est pas mon problème, c'est le problème du ministre de la Justice. Oui. Ma mission s'est arrêtée. Donc, après un laps de temps très long, on reprend l'exécution. Oui. Et Zabana est toujours debout. Encore une fois, le même rituel, on le place sur la planche, et c'est la même chose. Encore une fois, tout le monde est ahuri. Pour la deuxième fois, la guillotine refuse d'arriver sur la tête de Zabana. Et là aussi, gros scandale. Gros scandale, pourquoi? Parce qu'entre-temps, Maître Zertal leur a exigé que le dernier vœu du détenu, du condamné, soit exécuté. Et c'était quoi? C'était une prière. Ils sont allés chercher, c'est important tous ces détails, c'est important parce que je vais dire maintenant au peuple algérien et au peuple français comment la France falsifie son histoire. Donc ils sont allés chercher... Et même Ziani. Voilà, monsieur Ahmed Ziani, qui habitait juste à côté, c'était l'imam de la mosquée, et lui-même, en le réveillant très très tôt dans le matin, il s'est dit, bon, à coup sûr, on va m'exécuter, on va me tuer, on va m'emprisonner, il ne savait pas pourquoi. Et il arrive... Et il trouve Zabana, Maître Zertal, qui le connaissait, lui dit Hamida Habbi Salli. Ils sont allés dans l'isoloir, juste à côté, qui existe jusqu'à présent. Ils ont fait une très très longue prière. Et là, tout le personnel et tous les gens qui étaient sur la scène de l'exécution ont commencé à s'énerver. Et ils se sont dit, bon ben écoutez, faites vite parce qu'il va y avoir la levée du soleil et puis on ne pourra plus exécuter. Ils sont allés perturber l'imam et l'imam leur a dit, il n'a pas fini sa prière, c'est sa dernière volonté. Quand Zabana a fini sa prière, il est revenu. Il n'avait ni entrave, ni boulet au pied, ni rien du tout. Il revient vers la guillotine. Et là, c'est entre la première et la deuxième qu'il a fait sa prière. La même chose. La guillotine s'arrête. Et c'est là où le commissaire du gouvernement, qui joue le rôle du procureur, leur dit, mais ça c'est le Dieu de Zabana, c'est lui qui lui a donné cette chance, et nous a pratiquement empêché de l'exécuter, mais il faut exécuter. Donc la première fois, rien, la deuxième fois, la même chose. Et la troisième fois, il fallait trouver une solution. Et Maître Zertal m'a confié, d'ailleurs vous trouvez ça dans une émission qu'il a faite avec moi, il m'a dit la troisième fois, alors entre-temps il y a eu des bagarres entre les avocats. Ils se sont roulés par terre, ils se sont arrachés leurs vêtements, vous n'avez pas le droit. C'est une exaction judiciaire, c'était Maître Zertal qui l'avait prononcé pour la première fois, et effectivement je l'ai reprise dans mes recherches. Donc, la troisième fois, Maître Zertal m'a dit, ce n'est pas le bourreau qui a tiré, c'est pas Verger. C'est pas le bourreau qui a exécuté Zabana. C'est pas le bourreau qui a tiré, parce qu'il faut la remonter après. Bien sûr. Il faut remonter Mais là, vous nous dites quelque chose de très grave. C'est le procureur qui a exécuté Zabana. Et je lui ai dit, comment? Il fait nuit, comment vous avez su que c'était le procureur qui a exécuté? Il m'a dit, c'est à ses chaussures. Il avait des chaussures militaires. Et le bourreau a des chaussures cirées noires, il a un costume noir, une cravate noire, un costume noir, et généralement ils ont des gants blancs. Donc ils se sont battus, ils se sont pratiquement... Et la troisième fois, la guillotine est tombée avec une douceur extraordinaire. En ce sens
que d'après les déclarations de ceux qui ont existé, c'est-à-dire les deux avocats qui étaient présents, plus certains témoignages des confidences qui ont été faites par la suite par les gardiens. Eh bien, il semblerait que le sang de Zabana ait coulé avec une douceur également extraordinaire dans la bassine. Mais pour le cas de Farraj, les choses se sont déroulées différemment. Pendant toute cette période, Farraj était en train de regarder par la porte de la prison, que mes collègues, mes confrères connaissent parfaitement. Et il est devenu fou avant d'arriver. Il est devenu fou, il commençait à insulter l'État français, à insulter le gouvernement français, les militaires français, la loi française, etc. Et ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour le traîner vers la guillotine. Et ça s'est passé en un clin d'œil. Sauf que là aussi, Dieu a donné un autre signe. Maître Zertal me disait que lorsque son sang a jailli, il m'a dit c'était avec une force extraordinaire, parce que en face de la guillotine, il y a le mur blanc, c'est le mur de la prison. Il m'a dit le mur a été ensanglanté de bout en bout. Mais mieux encore, le sang de Farraj a inondé toutes les personnes qui étaient présentes. Il m'a dit on était plein de sang. Et là, il me dit, j'ai compris une chose. J'ai compris que l'Algérie allait être ensanglantée de bout en bout, mais elle allait être libérée par le sang de ses enfants. Vous m'avez parlé tout à l'heure. Vous m'avez parlé de livres. Oui. D'accord. Et on va terminer ici, avec ces livres parce que voilà. Oui. Alors, ce bourreau, d'abord, c'est André Berger qui a été l'exécuteur de la sentence et non pas Bissonnier, parce que beaucoup de gens se trompent. Bissonnier n'était que l'aide de Berger. Et le procès verbal d'exécution de la sentence criminelle existe au ministère de la Justice dans un registre des exécutions, tout comme le document du médecin qui prouve la... J'ai une surprise pour tous nos auditeurs, spectateurs, téléspectateurs. La première fois que j'ai évoqué ce cas, c'était en 1999, comme par hasard, dans une émission de Canal Algérie, comme celle que nous faisons aujourd'hui. Plusieurs années après, Roland Dumas écrit son livre « Coups et blessures ». 50 ans de secrets partagés avec François Mitterrand. Ils étaient d'ailleurs tous les deux avocats. Et des années après, n'est-ce pas, il nous fait une révélation. Je vous lis la révélation. Lisez-nous, madame. Peuple algérien et peuple français, écoutez ce qu'a écrit Roland Dumas à propos de Mitterrand et à propos de Zabana. Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana fut exécuté dans d'horribles conditions. Donc ce que nous venons de dire est juste. Également relaté par l'exécuteur des sentences criminelles lorsque Berger a été tué, Messonnier. Le bourreau dut même s'y prendre à 3 fois. Peuple algérien, peuple français. Ce que j'ai tenu de mon patron, Maître Zertal, est une vérité que des dizaines d'années d'après, un ministre et un président reconnaissent. Donc nul ne peut me dire aujourd'hui que la guillotine n'a pas été utilisée 3 fois contre Zabana. On continue. C'était le premier condamné à mort guillotiné dans la cour de la prison d'Alger. Allait suivre une longue liste de 44 membres du FLN. Non, il y a eu 222 membres, dont un Français, Fernand Yveton. Bien sûr. Ce jeune militant, il parle donc du PCA, oui. Le alors, 9 août 56 aussi, il y avait Mohamed Tifroun. Oui. Il y a eu un mineur de 19 ans. 17 ans. Ils ont falsifié son extrait de naissance. Alors, je continue. C'est Mitterrand qui reconnaît, qui dit à son ami Dumas, la seule chose que je puisse dire aujourd'hui est que Mitterrand ne parlait jamais de ces morts pour lesquels il n'avait pas tenté de retenir
le couperai. Écoutez bien, déclaration du président de la République française. Une fois ou deux fois a-t-il confessé de façon elliptique: ma seule faute a été l'Algérie. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que sa détermination à faire voter dès son élection l'abolition de la peine de mort était une façon de ne pas se retrouver face à ce terrifiant dilemme, voire une façon de se racheter. Ouais. Et là, je vous demanderai de me donner une seconde pour rappeler aux Français et aux Algériens qu'effectivement, François Mitterrand, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 1981, la première décision, c'est de désigner Badinter comme ministre de la Justice et de faire une loi pour l'abolition de la peine de mort. Peuple français, je vous dirai qu'encore une fois, c'est un Algérien qui vous a libéré de la peine de mort, et c'est Ahmed Zabana. Si ce n'était pas Ahmed Zabana, et si ce n'était pas les méfaits de votre président, je crois que vous auriez encore, jusqu'à ce jour, subi la peine de mort par la guillotine. Et ce sont bien sûr les répercussions des méfaits de la colonisation française en Algérie, maître Fatem Zahra Bouamrahim. Vous avez montré tout à l'heure cette feuille voilà, sur l'horaire d'exécution. Vous l'expliquez, mais en une minute, parce Merci que là, de me l'avoir rappelé, vous avez oublié de dire. Je suis ému. Que c'est cette preuve, encore une fois. Voici donc la liste des condamnés à mort. Voilà. Est-ce que vous pouvez la retourner comme ça, vous la montrez vers la caméra? Peut-être pas très visible, mais vous allez voir ici Ahmed Zabana à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Et on voit juste après, n'est-ce pas, Farraj à 4 heures 7 minutes. Ouais. Chose qui ne pouvait pas se faire vu les conditions. Oui, entre les coups de téléphone, les 3 coups près qui n'ont pas exécuté Zabana, donc c'est impossible. Voilà. Et là, c'est une autre preuve. Mais pourquoi cette feuille, c'est encore un mensonge de la France, une falsification sur l'heure d'exécution. C'est pour faire croire qu'il n'y a jamais eu 3 exécutions. Il y en a plutôt 3 tentatives. Eh bien voilà votre président qui le reconnaît expressément. Ça veut dire que ce document a été falsifié par le pouvoir français, donc l'appareil judiciaire et militaire. C'est très parce qu'ils ont tous signé, tous ceux qui étaient présents ont signé qu'effectivement les exécutions se sont faites entre 4 heures et 4 heures 7 minutes. Ça aussi, l'histoire vous rattrapera, et je ne cesserai pas de lutter pour vous rattraper aussi pour ce mensonge judiciaire et cette exaction judiciaire qui, rappelons-le, est la seule à travers le monde. Il n'y a jamais eu d'autres cas, ni avant ni après Zabana. Une autre preuve irréfutable qui démontre, bien sûr, et qui incrimine la colonisation française, c'est un autre crime contre l'humanité, il faut le dire aussi, qui a été encore une fois commis, perpétré par la France coloniale, son armée, son administration, sa présence en Algérie. Il faut rappeler également que Benjamin Stora a écrit bien plus tard un livre avec un journaliste mêlé et qu'il a repris exactement ce que nous avons toujours dit. Merci beaucoup, maître Fatem Zahra Bouamrahim. Je rappelle que vous êtes avocate, chercheur en droit de l'histoire. Bien sûr, cette émission, encore une fois, est un hommage à nos martyrs, à tous nos martyrs. Et puis, c'est aussi, cette émission est dédiée aux 222 condamnés à mort, guillotinés durant la révolution de novembre 1954. Tout de suite, sur Canal Algérie, on vous propose un film, Serkedji, du réalisateur Hadj Rahim, qui montre bien évidemment l'horrible prison de Serkedji, ex-Barberousse, ce qui se passait là-bas. On est bien sûr dans le quartier des hommes. Il faut savoir qu'il y a aussi un quartier pour les femmes, et on a ce magnifique film qui a existé aussi sur les femmes qui se sont confiées à la caméra de la télévision algérienne, qui racontaient la torture, qui racontaient leurs blessures, qui racontaient l'acharnement de l'armée coloniale contre ces Algériens et Algériennes innocentes et innocents, et qui ont dû passer par cette
cette sinistre prison, Barberousse, Serkedji. Donc tout de suite, place au 7e art avec ce film qui a été réalisé en 1982, qui est un hommage aussi à nos martyrs, à ces guillotinés de la liberté et de l'indépendance. Bonsoir et sur Canal Algérie. On ne doit jamais l'oublier. Gloire à nos martyrs. Bonne soirée sur Canal. Au revoir. Merci.